toute la matinée, je ne sais pas par quoi commencer, mais je vais raconter une histoire qui n'a rien à voir, que j'ai entendue ce matin. J'ai reçu un appel d'un médecin, d'abord qui m'a envoyé la capture d'écran de la radio Okapi. Et la capture d'écran disait quoi? Il disait qu'à Ituri, à Naïnaï, on transporte les échantillons d'Ebola dans les transports publics parce qu'il n'y avait pas de moto, il n'y avait rien pour les transporter rapidement et les amener dans un centre pour les examiner. Et il m'a appelé immédiatement pour me dire, tu vois, mais ce pays est vraiment malade. On a des millions pour envoyer des supporters aux États-Unis, mais on ne peut même pas acheter une moto pour transporter des échantillons d'Ebola très vite. Et ça m'a fait sourire parce que ça m'a rappelé, et là on commence à entrer dans le sujet, quand Ebola a commencé et que la CDC l'a révélé, les gens en Ituri ont dit mais ça fait déjà 3 mois que c'est ici, mais on n'en parle pas. Et quand j'ai appelé mon collègue qui vit sur place à Boune, il m'a dit mais en fait, Ebola a commencé dans un site minier. Un artisan est mort. Quand on a porté son corps pour aller l'enterrer, le cercueil est tombé. Les gens ont ramassé, ont dit acheter un nouveau cercueil. Et on l'a enterré, mais quelques temps après, tous ceux qui avaient ramassé les cercueils sont morts. Et du coup, les récits qui en a été faits dans ces camps, sur ces sites d'or, c'est que il y a un cercueil volant qui revient la nuit pour chercher les miniers, les artisans, pour qu'ils meurent. Ça, c'était la légende, c'est pourquoi il y a beaucoup de morts dans les mines, à cause de ces cercueils volants. Et le deuxième récit qui en a été fait, c'était, populairement, il disait, ah oui, mais ça c'est normal, les gens ne s'inquiétaient pas, c'est parce que un des chefs des miniers a besoin de sacrifices pour avoir plus d'or. C'est pourquoi les artisans sont en train de mourir beaucoup. Entre-temps, le commerce d'or continuait allègrement et les gens continuaient à mourir jusqu'à ce que un qui tombe malade s'est dit, bon, moi je vais aller à l'hôpital à Bunia. Il est allé se faire soigner à Bunia. Et là, les personnels soignants qu'il a réussi à soigner sont tous tombés malades. Ils ont commencé à mourir et là, le directeur de l'hôpital a eu les réflexes de dire, mais qu'est-ce qui ne va pas, je vais faire un prélèvement. Il a prélevé, il a envoyé les prélèvements à Kinshasa et là, c'est Ebola. Mais entre-temps, ça s'est passé. Pourquoi je raconte cette histoire? Je raconte cette histoire parce que on m'a demandé de parler des ressources naturelles, des questions de justice sociale et des questions de paix. Et en Ituri, on trouve ces 3 questions rassemblées en un endroit. Et en retour, on a à la fois une réponse nationale qui laisse à désirer, et à la fois une réponse internationale avec ses limites. Le rôle de la Belgique, les gens envoient, on voit l'aide internationale s'est mobilisée, on envoie, mais... Et quelque part, moi, en tant que Congolais, quand je vois tout ça, je me pose la question, jusqu'à quand on va continuer à penser qu'il faut la communauté internationale d'une manière large, ou bien il faut la Belgique pour solutionner nos problèmes à notre place. Je pense que dans le monde où nous sommes, aucun pays, aucun peuple ne peut se développer grâce à l'étranger, encore plus aujourd'hui. Le Congo ne s'en sortira, ne trouvera la justice sociale, à travers ses ressources naturelles, ou ne construira la paix que si les Congolais nous-mêmes, nous nous mobilisons, nous trouvons des solutions à nos problèmes. Nous avons des dirigeants qui deviennent responsables, qui essaient de résoudre les problèmes et pas qui continuent à rejeter éternellement la faute sur les autres. Et je vais faire de la provocation, puisque c'était le débat ce matin, et de rejeter la faute sur la colonisation, sur l'impérialisme. Et je vais faire encore la provocation plus grande sur le Rwanda. Et je vais le faire en 2-3 mots. On est un pays riche en ressources naturelles. On a tout. Ce matin, quand on a fait la visite du musée, on nous a parlé des caoutchoucs.
Léopold est arrivé, il a coupé les mains de nos ancêtres pour prendre les caoutchoucs. Normal, à l'époque, on n'avait pas les moyens de nous défendre. On n'était pas un peuple de sauvages. Ils nous ont apporté la civilisation, ils ont coupé nos mains, ils ont coupé nos pieds, ils nous ont tués. On n'avait pas les moyens de défendre. Ils ont pris les caoutchoucs, ils sont partis. Les Belges ont dit, Léopold a commis des crimes, maintenant nous on va récupérer le Congo, il va devenir notre colonie, Congo belge. On a fait travailler nos parents, c'est pour construire des chemins de fer, prendre nos minéraux, les cobaltes, les cuivres, l'envoyer en Belgique, prendre notre uranium, l'envoyer aux États-Unis pour mettre fin à la Deuxième Guerre mondiale. Et ils ont dit quoi? C'est grâce à nous que ce pays est construit. On était encore presque des esclaves. Écoute, oui, 1960 est arrivé, Lumumba est arrivé avec sa génération. Quand Lumumba a été sorti de prison à Kisangani pour venir à Bruxelles, pourquoi? Parce que tous les autres leaders politiques ont dit aux Belges, on ne discutera pas avec vous tant que Lumumba ne sera pas là. Et pour moi, c'est la seule fois dans l'histoire du Congo où l'unité des Congolais s'est faite, où tous les leaders se sont dit, ensemble, on va privilégier nos choix. Depuis ces jours de 1959 jusqu'à aujourd'hui, plus jamais dans l'histoire de ces pays, l'unité s'est faite pour dire qu'est-ce que nous, Congolais, qu'est-ce qu'on veut pour notre avenir. Depuis ces jours-là, jusqu'à aujourd'hui, sans doute avec l'influence des Blancs, Anglais, Américains, Belges, Français, on nous a divisés toujours par bande. Ben vous, on va vous soutenir contre les autres. La division s'est faite. Et nos ressources sont pillées, détruites. Il ne peut pas y avoir de justice sociale s'il n'y a pas une bonne gestion des ressources naturelles. On continue à dire que les Blancs viennent piller nos ressources. Mais quand je regarde ceux qui pillent et détournent l'argent, les prix même que les Blancs nous donnent, ce n'est pas les Blancs. Hein. Quand je regarde les gens qui meurent au Congo tous les jours, quand je regarde la guerre aujourd'hui avec l'AFC, il n'y a aucun Français, aucun Américain qui vient nous battre, qui vient se battre, qui va se tuer. On dit oui. Mais nous, Congolais, on a une esprit, on dit, mais oui, si les Rwandais ont fait ça, c'est parce qu'ils sont appuyés par les grandes puissances. Alors je me pose une question. Qu'est-ce que les Rwandais donnent, est capable de donner au monde pour être soutenu, que le Congo n'est pas en mesure de donner? On se sert de Rwandais pour piller chez nous. Mais venez prendre chez nous. Comme ça, les Rwandais ne viendront pas piller. On peut me répondre, oui, c'est ce qu'a essayé de faire le président actuel en disant aux Américains, venez prendre nos minéraux, comme Trump l'a dit, hein, ce n'est pas un secret, et donnez-nous la paix. Chassez les Rwandais. Est-ce que les Américains l'ont fait? Ils ont dit non. On ne va pas tuer les Rwandais, mais on va vous demander de vous attendre avec les Rwandais. Pourquoi on a accepté? Et pourtant, on a accepté le choix. Oui, pourquoi on a accepté? Oui, pourquoi? Terminé, je vais vous répondre. Poser une question. Oui, j'ai posé une question. Pourquoi on a accepté? Est-ce que c'était justifié? Donc, je vais terminer parce que j'aime bien qu'on débatte, qu'on discute. Je vais conclure mon propos en disant ceci, par rapport à la réponse qui m'a été donnée. Pour que notre minerai, nos minéraux, puisque c'est les thèmes, nos ressources naturelles, puissent produire la justice sociale, on doit d'abord, avant tout, bien gérer nos ressources minières, en tant que des personnes responsables, investir l'argent de ces ressources minières dans des projets collectifs. Or, aujourd'hui, il est connu de tout le monde que le Congo, en matière de corruption, on est en tête de peloton. En matière de gestion rigoureuse, on en est très loin. Et c'est même un euphémisme. J'étais à Kinshasa au mois d'avril. J'ai encore cette chance-là de connaître toute cette classe politique. J'ai été reçu par un ministre et il m'a dit comme ça, chez lui, sur sa table, Jean-Claude, je vais parler un peu à l'égard. Beaucoup de société. Ce pays ne va jamais fonctionner. Je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit, nos têtes. En Lingala, nos têtes. Il dit, pas seulement des politiciens comme vous, les gens des ONG, vous avez l'habitude de le dire. Mais nous tous les Congolais, nos têtes ne fonctionnent pas. Et il ajoute en Lingala, il dit,
si tu observes, si tu vois ce qui se passe dans les conseils des ministres, c'est que ces papas, c'est le terme qu'il a utilisé, ces papas font et disent, tu as envie d'éclairer. Alors, ne viens pas me parler de développement, ça ne marchera pas, tant qu'on n'aura pas réglé les fonctionnements dans nos têtes. 60 ans après l'indépendance, on continue à rendre la petite Belgique responsable de nos maux. Alors qu'il faut qu'on se dise aussi les choses clairement. La Belgique, puisqu'on peut parler aussi des rôles de la Belgique aujourd'hui est incapable de faire quoi que ce soit pour le Congo. Elle vit, on l'a dit ici, dans sa nostalgie du père colonisateur. Aujourd'hui, aucun politicien congolais ne pense réellement que la Belgique est en mesure d'influencer pour faire quoi que ce soit. La Belgique est dépassée elle-même, dans ses propres problèmes, flamands wallons, dans ses problèmes. Le Congo aujourd'hui est devenu trop grand. Il attire tellement la convoitise du monde entier, des pays plus puissants que la Belgique est obligée, si elle veut exister sur le Congo, faire intervenir son expertise. C'est vrai que les Belges connaissent bien le Congo, ils nous connaissent bien. Ils savent comment on pense, comment on réfléchit, ils savent. Et depuis que notre président leur a dit que la Belgique c'est notre autre Congo, oh là là, qu'est-ce qu'ils sont errés et ça a l'air si fou. Mais jusqu'à présent, ça ne nous amène nulle part. Donc, une bonne gestion de nos ressources. J'avais déjà soulevé la question de l'unité. Les Congolais, on doit pouvoir nous asseoir ensemble, nous dire la vérité et décider ensemble qu'est-ce qu'on veut faire de notre pays. Comment on veut les construire, avec qui on veut les construire. Et pas juste courir à gauche, à droite, là où on a un intérêt, là où quelqu'un a un intérêt. Et nous, tout ce qui nous intéresse, c'est de jurer. Je l'ai dit en passant, mais c'est juste une anecdote de plus, mais c'est la réalité. Quelqu'un m'a dit, un ami m'a dit, dis-moi, c'est vrai, votre président est allé regarder la finale de la Ligue des Champions, alors que votre pays est en guerre, alors qu'il y a Ebola au Congo. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est normal? Qu'est-ce que tu réponds à ça? Et quand on en discute entre nous Congolais, on nous dit, ah, on n'a pas le droit de vivre. Toi, tu ne fêtes pas ton anniversaire. Toi, tu ne fais pas telle chose. On réduit le rôle de direction d'un pays à un citoyen ordinaire. Moi, j'ai l'habitude de dire aux gens, quand moi, dans mon travail au quotidien contre la corruption, quand je dénonce certains des journalistes me demandent, mais tu fais quoi pour changer ça? Et je leur réponds, mais vous me posez la question pourquoi? Moi, je m'en fous. Moi, vous me payez, l'État ne me paye pas. Demandez ça au président de la République, à la première ministre, au ministre. C'est eux qui sont payés par notre argent pour résoudre les problèmes. C'est pas moi. Moi, je dis, ça ne va pas, donc c'est pas à moi de répondre. Alors, si nous, Congolais, nous nous asseyons pas pour dire, la priorité, c'est que notre population, notre peuple vive mieux en investissant notre argent, nos ressources au service du peuple et pas au service du pouvoir et de la conservation du pouvoir, on aura déjà accompli un premier pas. Et si on est capable de gérer nos ressources convenablement, de construire notre unité, alors on pourra parler d'égal à égal aux autres nations du monde. Parce qu'on a les clés du monde. Aujourd'hui, on ne peut pas se passer du Congo dans la transition énergétique, dans les minéraux, parce que tout le monde en a besoin. Mais au lieu qu'ils viennent nous parler pour dire qu'est-ce qu'on fait, ils nous disent donnez-nous, et nous on vous donne ça. Et on n'a pas les moyens de résister, pourquoi? Parce qu'on n'a pas la force et le soutien de toutes nos populations et de toute notre élite dans cette démarche. Si je refuse, ben on va me foutre dehors, on va prendre quelqu'un d'autre dans mon pays, parce que nous ne nous attendons pas entre nous. Donc c'est la condition essentielle pour construire la paix, c'est notre unité, c'est notre solidarité et une gestion rigoureuse de nos ressources. Si on n'arrive pas à mettre ces préalables, on peut avoir tous les discours qu'on va avoir, on va continuer à crier tout ce qu'on veut. Dans 10 ans, on reviendra ici, on dira les mêmes choses qu'aujourd'hui, parce que ça fait 60 ans que ça dure. Et si ces préalables-là ne sont pas reconstitués, alors ni la Belgique, ni les Américains, ni les Russes, puisque c'est aussi un nouveau discours, une partie des Congolais disent, ben on n'a qu'à abandonner Washington et aller chez les Russes, ni les Chinois, parce qu'ils sont là, ne développera et ne pourra ramener la justice sociale, le développement et la paix chez nous. C'est d'abord, avant tout, de notre responsabilité. Je m'arrête là parce que j'aimerais bien vous entendre
et on pourra échanger et aller dans les détails des choses les unes et les autres. Merci. Cette excellente intervention qui rappelle donc la question de la responsabilité en tant que Congolais et la capacité à investir et à reprendre contrôle sur les ressources pour les investir au profit des populations. Et on ira cette question évidemment au militantisme et aux actions que peuvent mener les populations pour pouvoir redonner au peuple congolais la jouissance de ses ressources. Avant ça, je voulais voir s'il y a déjà quelques questions qui émergent du public ou si on enchaîne déjà avec les autres intervenants. Alors je vais peut-être... On enchaîne. Ok, je vais passer alors la parole à Rebecca, qui travaille donc pour la lucha, et puis on terminera avec Pierre, comme ça il y a une petite répartition homme-femme, si ça vous va. D'accord, merci. C'est Rebecca Kabou, pas Kabego. Ah, pardon. D'accord. Je suis Rebecca Kabou. Théorie, c'est la technologie. Ça nous passe pas facile, c'est Kabego ou c'est Kabego? Ça, c'est Christian, c'est vraiment. Kabou, je suis militante de la lucha, je suis de Goma. Je ne travaille pas dans la lucha, mais je suis militante de la lucha. Donc la lucha, il n'y a pas de titres, il n'y a pas rémunération parce que tu travailles, parce que tu fais la lutte. Parlons de la lutte au Congo. Moi, depuis 2013 que je suis activiste. Et jusqu'à présent, je continue à être activiste des droits humains. Il y a eu plusieurs défis, attaquer activistes, mais aussi attaquer femmes. C'est pour cela que j'avais posé la question sur le féminisme. C'est professeur Sarah nous a dit, c'est comme si elle a pris ça comme un sous-titre de son livre. Et pourtant, c'est important de parler du féminisme, attaquer le féminisme, pas mettre ça avec d'autres sujets. C'est juste peut-être interpeller et appeler les gens à s'engager. Comme l'a dit Jacques-Claude, l'unité du Congo attaquer Congo. Est-ce que nous savons c'est quoi l'importance de l'unité? Moi, je connais l'importance de l'unité quand j'étais emprisonnée. J'étais emprisonnée les temps de Kabila. J'ai fait la prison, j'ai été condamnée et je sais c'est quoi l'unité. Quelqu'un qui est à Kinshasa, quelqu'un qui prend son avion, qui paye soi-même, attaquer avocat pour venir te défendre à ta prodéo. Tu ne veux pas payer. Ça, c'est quelque chose qui nous manque aujourd'hui au Congo. Aujourd'hui, ce qui se passe à l'est de la République, parce que moi je viens de la ville de Goma, quand tu es à Kinshasa aujourd'hui, c'est comme si le Congo est divisé. C'est comme si Goma n'est pas sur la carte de la RDC. Quand tu vois les gens sont en train de parler de Goma, c'est comme si, pas seulement de Goma, du Nord Kivu, même de l'Est de la RDC, c'est comme si c'est un pays à part. C'est ce que moi je ressens en tant que Congolaise quand je suis à Kinshasa. Contrairement en 2012 ou à 2013 ou à 2014, c'était pas pareil, c'est pas la même chose qu'aujourd'hui. Et cette unité, nous sommes en train de perdre ça à grande échelle. Donc, ce qui se passe, pourtant c'est très grave. Moi, je me vois, moi attaquer Rebecca en prison, mais il y a quelqu'un qui vient de Kinshasa pour venir plaider pour moi à Goma. Mais aujourd'hui, il y a la guerre, mais il n'y a personne qui parle de ça à Kinshasa. Il y a des morts, il y a Bunagana qui vient de fêter, je ne sais pas, c'est 3 ans de la prise de Bunagana, mais on n'en parle pas, il n'y a pas d'activité, il n'y a pas même des gens qui dénoncent ce qui se passe à Kinshasa. Et ça, et les gens qui font ça, ils sont réprimés, et ce sont des ressortissants du Nord Kivu.
qui en parlent encore, qui sont à Kinshasa. Et pour moi, cette unité que nous sommes en train de perdre, je me dis, alors quelqu'un qui est en Belgique, quelqu'un qui est en France, un Congolais qui est loin, comment on doit se mobiliser? Aujourd'hui, on est là. Comment on se mobilise en tant que Congolais et Congolaises de la diaspora? Qu'est-ce qu'on doit faire de la situation actuelle au pays? Est-ce qu'on doit continuer à... Les gens font quoi? Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais on envoie l'argent. Mais vous envoyez l'argent, on envoie les habits. Vous envoyez les habits comment? À qui? Il y a des besoins énormes. Moi, le fait d'en parler, moi, peut-être... je fais 2 ans dans les camps de déplacés avec Goma Actif. Et tu sens que les gens ont besoin qu'on parle de leur situation. Pas seulement envoyer l'argent, pas seulement envoyer les habits. Parce qu'on peut en avoir entre nous là-bas, à Goma ou ailleurs. Parlons de la situation. Faisons des manifestations. Ça bouge la politique des manifestations. Moi, j'appelle seulement les gens de la diaspora. Faisons quelque chose de concret pour la RDC. Aujourd'hui, on est ici. On parle de ce qui se passe en RDC. Mais combien on fait de publications ou combien de gens ont dénoncé depuis, je peux dire, on peut prendre, c'est juste un mois, il y a un mois. Combien d'entre nous ont parlé ou ils ont discuté de la question de la RDC avec les amis ou dans leur entourage? C'est une question personnelle, ce n'est pas une question à répondre directement, mais c'est une question personnelle. Parlons de ce qui se passe à l'RDC, partout où nous sommes. Mais aussi, il y a des questions où nous parlons juste en passant. C'est pas bien. La question, moi je reviens sur la question que je viens de poser à Christian il n'y a pas longtemps, la question de Banyamulenge. Si nous voulons vraiment construire une paix durable chez nous, si nous voulons construire une nation là où il y a des valeurs et des principes, nous sommes obligés de mettre la question sur la table et discutons clairement. Pas seulement on invite quelqu'un, on lui donne 5 minutes et c'est tout, et il n'y a pas même de questions, il n'y a pas même des questions bien claires sur ce sujet-là. Donc nous devons parler de ce qui se passe au pays. Parlons et faisons des actions. Ça marche ensemble. Réfléchissons, nous sommes intelligents. Parlons et faisons des actions. Donc réflexion, action, réflexion. Faisons ça, attaquer la diaspora et nous allons bouger les choses. Merci. Merci Rebecca pour ce rappel de l'importance de l'unité et de la solidarité qui avait déjà été soulignée par Jean-Claude. Merci aussi pour cet appel à l'action et au militantisme sur lequel je pense Pierre pourra maintenant rebondir et appuyer en tant qu'ancien membre de la présidence. J'ai combien de minutes? 10 minutes, idem. Ça va, merci. Quand j'entends les gens parler de la diaspora congolaise, vous m'entendez ou je suis pas sur parce que j'aime pas te dire quelque chose. Tu peux te dire. Oui. Ok. Bon. L'image actuelle de la diaspora congolaise en Belgique est une image pour le moment assez déplorable, puisque la solidarité qui régnait dans ces milieux, notamment dans les années 80, quand nous combattions la dictature mobuttiste, où nous organisions des manifestations jusqu'à faire descendre des milliers d'étudiants congolais dans les rues de Bruxelles, ces choses-là n'existaient plus et c'est déplorable. Les divisions qu'on connaît maintenant dans le milieu congolais ici en Belgique, c'est des choses qui avant n'existaient pas. Il y avait une unité, il y avait une sensibilisation, il y avait des gens qui étaient prêts à chaque fermeture
des universités au Congo, on répondait par des manifestations. Et c'était extraordinaire. Ça n'existe plus. Et c'est dommage. Mon intervention a pour objet d'essayer de voir un peu ce que les sous-développements du Congo et d'essayer de dégager quelques pistes de sortie du sous-développement. Parce que je pense que on peut invoquer la paix, on peut invoquer la participation à des organisations sociales, tout ce qu'on veut, tant que le problème du sous-développement n'est pas posé en termes clairs, on tournera en rond. Et ici, j'ai une citation que j'aimerais partager avec vous, qu'on trouve dans Genèse et portée du plan décennal du Congo belge. Qu'est-ce qu'elle dit? L'économie congolaise présente cette anomalie d'avoir pour but le bien-être d'une collectivité étrangère représentée par les actionnaires de sociétés coloniales. L'exportation du profit vers l'extérieur constitue l'appauvrissement global de la collectivité proprement congolaise. Les avantages que notre exploitation apporte à certains indigènes sont purement accidentels. Ce sont des accessoires nécessaires d'une organisation économique qui a pour but un profit étranger. On peut se poser la question de savoir si cette situation aussi bien décrite a changé 66 ans après. Malheureusement, on s'apercevra que rien n'a changé. Comment a évolué l'anomalie dont est question ci-dessus? A-t-on réorienté la dynamique de l'économie congolaise vers les besoins de la collectivité proprement congolaise? Cette anomalie ne date pas de la période coloniale, elle remonte à la genèse du système capitaliste mondial. Quelques exemples pour illustrer cela. Dans la lettre du 5 octobre 1514, donc on est là au début du XVIe siècle, adressée par le roi Dom Afonso au roi Manuel du Portugal, on le voit se plaindre du comportement des Portugais en ces termes, je le cite. Donc je cite le roi Afonso. Ils venaient, donc il parle des Portugais, des prêtres, etc. Ils venaient tous les jours, nous demander de l'argent. Comme nous leur en donnions, ils commencèrent tous à faire du commerce, à acheter et à vendre. Voyant ce désordre, nous les priâmes, par amour de notre Seigneur, de n'acheter que des vrais esclaves et aucune femme, pour ne pas donner de mauvais exemples et ne pas nous faire passer pour menteurs aux yeux du peuple auquel nous avions prêché. Et donc le commerce dont il s'agit ici, c'est le commerce des esclaves, dans l'ancien royaume du Congo, au début du XVIe siècle. Dans la même lettre, parlant des maçons envoyés par le roi du Portugal, le même roi dira « Chacun avait déjà acheté, avec l'argent que nous leur donnions, 15 à 20 esclaves sans avoir rien fait. » Et donc c'est le roi du Congo qui donne à des maçons portugais de l'argent qui, eux, utilisent pour aller acheter des esclaves. Et donc à ce moment-là, le Congo se présente comme lieu d'accumulation primitive du capital pour ces Portugais-là. Donc maintenant ici, je vais vous parler des instructions données par le roi du Portugal, Dom Manuel, à deux personnes qui avaient en charge l'exploration de l'Angola. L'exploration de l'Angola. Alors, je cite le roi Dom Manuel. « Nous sommes informés de plus qu'il y a du métal d'argent dans le royaume d'Angola, car le roi du Congo nous a fait parvenir quelques manies. Vous tâcherez de savoir de quelle région provient cet argent. Renseignez-vous aussi sur leurs métaux. Y en a-t-il dans son pays ou dans les régions voisines? Les utilise-t-on? À quelle distance le trouve-t-on? Sont-ils estimés? Se donne-t-il de la peine pour les extraire? Rapportez des échantillons et tâchez d'obtenir tout
tous les renseignements utiles sur ces marchandises de l'endroit qui ont une valeur ici. Est-il difficile de s'en procurer? Quels sont ceux de nos produits qui sont prisés là-bas? Les apprécient-ils beaucoup? Et quelle valeur leur donne-t-on? Tout ce que vous apprendrez sur le royaume d'Angola, les ports et les pays où vous irez, vous les consignerez par écrit afin de ne rien oublier. Pendant que le roi Afonso passe son temps à prêcher l'évangile, celui qui nomme son frère, puisque le roi Afonso nommait le roi portugais leur frère, son frère, le frère d'Afonso, donc Manuel, dont Manuel lui peaufine sa stratégie commerciale, conforte son rôle de dominant. Le dernier exemple que je vais vous citer est très parlant, puisqu'il va vous donner des éléments sur la façon dont le roi portugais percevait le roi congolais. Alors, je cite le roi portugais, toujours Dom Manuel. « Quand vous aurez ainsi parlé et que vous aurez vu qu'il est disposé à recevoir l'eau du baptême, donc il parle du roi d'Angola, vous ferez venir du navire les cadeaux que nous lui envoyons et que vous lui offrirez, avec les meilleures paroles d'affection et d'amitié que vous pourrez trouver. Vous lui exposerez également les faveurs que nous accordons toujours au roi du Congo, parce qu'il est un bon chrétien. Nous l'honorons, donc le roi du Portugal qui honore le roi Afonso du royaume du Congo, nous l'honorons et avantageons entre tous pour cette raison. Écoutez bien, mais aussi parce qu'il est notre grand serviteur et favorise notre commerce. Et ça, c'est au XVe siècle, au XVIe siècle. Favoriser le commerce du roi du Portugal et œuvrer pour le besoin des populations congolaises sont deux choses tout à fait incompatibles. Alors ici, j'ai quelques pistes pour sortir de cette anomalie qui caractérise l'économie congolaise. Je commence toujours par dénoncer ceux qui croient que l'histoire actuelle du Congo ressemblerait au passé de quelques pays actuellement développés ou de pays actuellement développés. Non. Notre histoire n'est pas le passé de l'Europe ni des États-Unis. Parce que ces pays, bien qu'ils aient été non développés, n'ont jamais été sous-développés capitalistiquement. Ça veut dire qu'ils n'ont jamais été soumis, leurs économies n'ont jamais été soumises à une logique externe. Ce n'est pas un capital qui, je ne sais, existerait d'où, qui soumettait à l'époque les économies européennes. Si on regarde l'évolution de la population congolaise, elle est passée entre 1960 et 2026 de 15 248 251 à 116 452 162. Donc pratiquement multiplié par 7. Alors, quand vous avez une population qui s'accroît d'une telle proportion, il faut s'attendre, si vous voulez faire nourrir tout le monde, si vous voulez faire soigner tout le monde, il faut des efforts de développement immenses. Des hôpitaux à construire, des écoles à construire, des routes à construire, etc. Or, la réalité, c'est quand vous observez ce qui se passe au Congo depuis plus de 60, bientôt maintenant 66 ans, il n'y a pratiquement aucun effort qui a été fait pour construire des hôpitaux, pour construire des routes, pour bâtir des écoles et tout ce qui s'ensuit. Et donc, si on n'arrive pas à repenser, à orienter différemment les objectifs de l'économie congolaise, si on n'arrive pas à rompre avec la logique qui soumet l'économie congolaise depuis
des siècles et des siècles, c'est-à-dire cette logique qui consiste à produire pour le marché international, rien ne changera. Rien, absolument rien ne changera. Tout à l'heure, j'ai entendu un peu cet échange sur les Belges, les États-Uniens, les Chinois, même ceux qui souhaitent que les Belges reviennent. Pour moi, les conflits interimpérialistes ne vont pas solutionner le problème du Congo. Quel que soit l'impérialisme que vous prenez, que ce soit les Chinois, que ce soit les Américains, que ce soit les Allemands, les Français, leur objectif n'est pas de faire du bien au peuple congolais. Non. Le bonheur du peuple congolais ne pourra venir que des populations congolaises, ne pourra venir qu'au moment où les populations congolaises se diront « nous voulons mettre en place une politique qui privilégie nos besoins, et nos besoins sont ceux-ci ». Évidemment, ça suppose que ces populations aient des structures au travers lesquelles elles discutent et définissent les priorités pour leur pays. Et ces structures-là, fort malheureusement, sont absentes. Donc, j'espère qu'une dynamique s'enclenchera au Congo pour qu'on puisse donner un coup de balai dans toute cette crasse. Parce que moi, je n'appelle pas ça une classe politique. C'est une crasse politique qui gouverne le Congo pour l'instant. Il faut balayer tout ça et reconstruire du neuf. Je vous remercie. Merci beaucoup Pierre pour cette intervention et ces pistes d'action concrètes qui sont données pour sortir de cette logique de soumission aux puissances étrangères. Je voulais savoir maintenant s'il y a des questions plus spécifiques ici. Oui, d'autres questions? Ok. On va voir en fonction du temps. Une question, on aura le temps de prendre. Merci beaucoup pour le micro. Moi, j'ai des réponses à donner à sa préoccupation. Lui, mademoiselle Rebecca. Quand ils ont plus posé des questions d'exposer leurs idées. Voilà. Je commence avec monsieur Jean-Claude. Voilà. Je commence. Là, vous avez dit, vous avez rencontré le ministre et vous avez dit qu'on ne pouvait rien faire, vous, parce que vous payez les impôts. C'est dans ce pays-là. Mais il y a un président américain, je crois que c'est bien M. Kennedy, qui a dit il faut vous poser la question, qu'est-ce que vous faites pour votre pays, au lieu de demander qu'est-ce que le pays doit faire pour vous. Vous connaissez ça au moins? Très bien, voilà. Je le fais. Ok, ça va. J'en profite pour vous dire que vous pouvez donner des conseils à votre ministre que vous avez croisé là. Pour moi, il serait malade mental. Je ne fais que ça depuis. Et vous devez lui donner des conseils. Il aille se faire soigner. Voilà. De deux, concernant le président qui était aux États-Unis, mais non, il y avait d'autres réunions auxquelles le président devait participer. Je n'ai pas parlé des États-Unis. J'ai parlé de Budapest. Du football. De Budapest. J'ai parlé de Budapest, Ligue des Champions. On n'a rien à voir avec les États-Unis. Et même. Voilà, deuxième point. Il a dit que les Congos ne sont jamais, les fils du Congo ne sont jamais unis, à part en 1959. Oui. Ce n'est pas vrai parce que, si vous vous rappelez bien le dialogue intercongolais qui a donné l'accord inclusif, les Congolais s'étaient réunis et comme ça, le pays n'a pas été balkanisé. Je vais te répondre sur cette unité. Voilà. Ils sont réunis, ils ont formé. Je vais te répondre sur l'accord. Voilà, ça au moins on connaît pas tout le monde. Voilà. Voilà, pour le Rwanda que tu as dit, là où on a commencé avec vous, vous avez dit pourquoi est-ce que les États-Unis ont exigé que nous puissions travailler avec le Rwanda. Voici les raisons. Vous devez savoir d'abord nous sommes avec le Rwanda dans ce qu'on appelle le pays des Grands Lacs. Et que le Rwanda et les courants qui alimentent le Rwanda, les barrages se trouvent au Congo. Nous avons des accords économiques. Les individus passent, les institutions restent. Les pays, Kagame peut partir aujourd'hui demain, les Rwandais vont rester et les pays vont continuer à collaborer. Donc, sur ce point-là, les Américains, ils ont raison. En dehors de ça, il y a les usines que certains hommes d'affaires américains ont construit, ont investi au Rwanda. Et s'ils doivent revenir maintenant pour
traiter les minéraux dans les sens où on doit les tracer, comme il s'est dit la loi. Donc c'est tout à fait normal qu'on dise que voilà, essayez d'arranger vos relations avec le Rwanda sur le plan économique. C'est ce que le président avait déjà demandé à M. Kagame qui ne voulait pas. Voilà, ça c'est pour votre information. Je reviens à Madame Rebecca. Oui, Madame Rebecca. Je crois que vous avez interpellé la diaspora congolaise. Mais vous n'avez pas parlé, vous n'avez même pas fait la diaspora congolaise d'avoir organisé une marche ici en Belgique le 25 mai. Où nous avons marché pendant au moins 3 heures du temps, quitté Place des Trônes jusqu'à l'Union Européenne. Plus de 3000 Congolais. Vous n'avez pas fait mention à ça. Et vous avez interpellé la diaspora, mais vous n'interpellez pas les prêtres qui étaient à Goma là-bas. Quand on tuait, ils fêtaient avec Nanga. Vous n'avez rien dit sur ça. Voilà. Pour terminer. Voilà, c'est ça ce que je dis. Comme ça. Et dans ce sens, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont passé à la marche du 25 mai. Vous étiez? Ah voilà. Donc les gens sont là, c'est mobilisés. Dans le marche du Congo, il y a eu une marche contre. Vous n'êtes pas informé, hein? Il y en avait deux. Il y avait justement, moi contre parlant le de pouvoir, cette l'autre diaspora, on pour ne le sait pas, pouvoir. moi, la question que je me pose à nous tous Congolais qui sommes ici, qui compose cette diaspora, comment est-ce que nous nous organisons comme diaspora congolaise? Quand on dit diaspora congolaise, c'est qui au fait? Est-ce qu'il y a un répondant? Est-ce que c'est structuré? Ou bien ce sont toutes ces associations disparates qui sont par-ci par-là? On voit là-bas les étudiants ressortissants de Bukavu, de Louvain-la-Neuve, d'un autre côté les ressortissants quinois de Louvain-la-Neuve. Donc ils sont tous congolais, mais il y a déjà 2 groupes au sein de la même université. La même chose à l'UND. On ne sait pas qui fait quoi. Quand on arrive à Porte d'Amérique, un groupe de coiffeurs par là, un groupe de musiciens par là. La diaspora, c'est tout le monde s'est mélangé. Parlant même de cette manifestation du 25, on se rappellera que moins d'un mois avant, il y avait eu une autre manifestation d'un autre groupe de personnes qui se sont présentées comme Congolais et dont leur congolité a été très controversée et très critiquée. Mais ce groupe-là ne s'est pas encore prononcé pour dire que nous aussi on est Congolais ou pas. Ils étaient Congolais, c'était des Congolais. Ça reste, ça c'est sociologiquement parlant, mais il faut que Ça, c'est pas bien. Désolée, moi je suis juriste. Hein. Il faut qu'on trouve quelque chose sur le plan du droit qui leur retire cette congolité ou bien qu'on porte plainte s'ils auraient usurpé notre identité. Nous, les vrais Congolais, C'est ça, le entre guillemets, de problème. la diaspora, C'est ça. qu'il y ait une structure qui se prononce Vous. officiellement, Ouais. officiellement Puis les pour dire Congolais. que non, ce groupe-là n'était pas des vrais Congolais, c'est nous qui l'étions. Parce que faire une autre manifestation, celle du 25, c'était présenté plus comme une contre-manifestation. Mais est-ce que lui, il comprend, lui le Belge, est-ce qu'il comprend ça? A fortiori un Espagnol, même un Belge, est-ce que lui... Non. Un Allemand. Allemand, Espagnol, Ça fait- Il n'y a pas de Belge en Belgique. Il n'y a pas de Belge. c'est pas grave. Mais est-ce que vous comprenez qu'il y a eu 2 groupes? Les uns disent qu'ils sont congolais et les autres disent qu'ils ne le sont pas. Madame, Qui tout le est monde vrai, est qui congolais. Les uns étaient pour. Non, il ne Le faut pouvoir, pas dire les tout autres le monde contre. est congolais. Non, Parce que non, pour un bon, pays on se congolais, répond il y pas. a des règles. Non, attention. Il appartient à chaque État, de par sa législation, de déterminer qui est congolais et qui ne l'est pas. Donc moi, la question que je pose... Non. La question que je pose, comment à nous tous, moi inclus, comment est-ce que la diaspora, entre guillemets congolaise, elle s'organise pour répondre aux problèmes qui sont chez nous? On a eu beaucoup de dons à Goma au nom de la diaspora. La question que je retiens, c'est comment. Mais il ne la faut pas dire diaspora que tout le s'organise. monde est congolais. Tout le monde est congolais. Tout le monde ne peut pas être congolais. C'est pas possible. Attends. Tout le monde est congolais. D'accord. Un instant. Je vais vous donner la parole. Mais je vais essayer de répondre vite. Oui, il y a eu un semblant d'attente à l'accord de Sun City. Et ça a eu comme résultat, ça a sauvé les pays de la partition. Mais cet accord a duré combien de temps? Moins de 2 mois après, l'IDPS
a dénoncé l'accord parce qu'Étienne Tshisekedi n'a pas été désigné vice-président par l'opposition politique. Laissez-moi finir, laissez-moi les faits. Laissez-moi finir. Les faits. La preuve, c'est que dès aujourd'hui, l'IDPS soutient aujourd'hui que la constitution des belligérants des Sun City, ce n'était pas le fruit d'un consensus. Vous pouvez dire ce que vous dites. L'histoire, les faits sont là et les démontrent. Je m'arrête là, je ne vais pas aller plus loin. Alors, la deuxième question, heureusement que pour les maths, vous êtes passé vous-même, vous avez compris. Sur l'accord États-Unis-Amérique, je me pose la question, quand vous dites que les Américains ont eu raison, pourquoi quand le président de la République a écrit dans sa lettre, il n'a pas demandé, aidez-nous à nous attendre avec les Rwandais. Mais il a écrit aux Américains, venez prendre nos minéraux pour nous soutenir et foutre les Rwandais dehors. La lettre, elle existe, elle est publique. Elle est bien écrite. Oui, et alors, pourquoi maintenant vous me dites, ah non, les Américains ont eu raison de nous imposer la paix. C'est pourquoi j'ai posé la question. J'ai posé la question une fois. Et ma question demeure, elle est une question de réflexion pour nous. Sur quelle base nous prenons nos décisions pour gérer notre pays? Est-ce que nous regardons nos propres intérêts ou parce que les Américains ont dit, donc c'est vrai? Et les arguments que vous avancez, les Américains ont construit une usine au Rwanda, ils ne vont pas venir construire. Qu'est-ce qu'on en a à foutre que les Américains construisent une usine au Rwanda? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Qu'est-ce que nous pensons de la gestion de nos minéraux? Comment nous voulons les développer, les gérer, les organiser pour nous? Pas par rapport à ce que les Américains disent, pas par rapport à ce que les Belges disent, pas par rapport à ce que l'Europe dit. Aujourd'hui, l'ensemble du pays, presque je dis bien l'ensemble, ont tous mis en place, adopté une vision stratégique de la gestion de leurs minéraux. On est l'un des plus grands pays au monde à détenir une grande partie de ces minéraux. Jusqu'au moment où on parle, cette stratégie n'existe pas encore. On marche comment? Et excusez-moi, quand je dis ça, c'est pas que je vise Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi n'est là que depuis 10 ans. Ça fait 60 ans que le Congo existe, qui a été dirigé. Qu'est-ce qu'on a fait sur cette période-là? Parce que j'ai parfois l'impression que quand aujourd'hui on parle des critiques du gouvernement, les gens nous réduisent à dire « Ah, il n'aime pas Tshisekedi ». Non, je suis en train de parler du Congo dans son ensemble, de l'ensemble de nos dirigeants, de la manière dont nous conduisons notre pays. Comment est-ce possible qu'un des pays reconnus comme scandale géologique mondial, jusqu'à aujourd'hui, on n'a ni politique minière, ni vision stratégique sur nos minéraux, ni même simplement un instrument de stratégie. Au moment où moi je vous parle, ça fait 2 ans qu'on essaie de pousser les ministères à mettre en place une stratégie. Si je vous dis ce qui se passe dans le travail de tous les jours, c'est fou, mais je donne un exemple, je n'ai peut-être pas le droit de le dire. Comment, je prends un exemple mais c'est aussi ressources naturelles. Il y a 1 an, non, il y a 2 ans, on se rend compte, tout le monde connaît le problème de l'accès de l'électricité au Congo. Il n'y en a pas, c'est une catastrophe. On réfléchit, on se dit, bon, il y a quelque chose qu'on peut faire quand même pour réduire les problèmes. L'ensemble de nos bâtiments publics sont des plus grands consommateurs de l'énergie de la SNEL. Et la SNEL se plaît parce que l'État ne paye pas, donc ça augmente les problèmes. On a fait une étude géospatiale, on s'est rendu compte que l'ensoleillement est très fort. On peut imaginer qu'aujourd'hui, l'Allemagne produit en énergie solaire plus que l'ensemble de l'énergie produite en RDC. Je dis bien la production solaire de l'énergie solaire en Allemagne dépasse l'ensemble de notre production énergétique congolaise. Donc, on demande au gouvernement, on dit, est-ce que le gouvernement congolais ne peut pas investir dans la pose des panneaux solaires dans les bâtiments publics? Rien qu'à Kinshasa, ça couvre une grande surface, ça peut déjà résoudre un premier problème. On saisit le ministre de l'énergie, on saisit la SNEL, on dit, pour lancer le mouvement, l'exemple, on va prendre comme modèle le palais du peuple. Mais, on va faciliter les choses, nous, on va faire une première étude de préfaisabilité avec nos partenaires allemands de KTH qui travaillent sur ça pour voir qu'est-ce que ça représente en termes de production. Mais on a besoin de données. Comment le palais du peuple produit, les données de consommation de production. On demande l'information au palais du peuple. On demande l'information à la SNEL. 1 an d'attente. Rien ne vient en retour. Au bout d'1 an, on va voir les DG de la SNEL. Mais qu'est-ce qui se passe? Écoutez,
Le DG de la SNEL nous répond, ah non, comme c'est le premier projet, on ne va pas commencer par le palais du peuple, commencez d'abord par faire cette étude sur notre siège national. Est-ce que vous vous rendez compte, la SNEL, Société Nationale d'Électricité, demande à une petite ONG comme nous de faire leur étude de préfaisabilité pour mettre des panneaux solaires dans leur siège. Moi, ma première réaction était de dire, non, on ne le fait pas. Mes collègues m'ont dit, non, c'est trop, c'est quoi ça? Ils ont demandé, on va le faire. J'ai dit, ok, faisons-le. Maintenant, on pose la question à la SNEL, donnez-nous les données de consommation de l'énergie dans votre siège. Incapables de nous le fournir, ne le savent pas. Oh, on a 3 compteurs, on ne sait pas les courants viennent d'où. On a été obligés nous-mêmes d'acheter un appareil pour mesurer en 24 heures la consommation du siège national de la SNEL pour faire l'étude de préfaisabilité. Et ce que j'ai dit, pour l'électricité, pour la SNEL, c'est exactement, je peux multiplier comme ça 10 exemples, c'est la même chose qui se passe dans toutes les administrations congolaises. Et ça, on va continuer à dire que c'est la faute de la colonisation, c'est la faute de l'impérialisme, c'est la faute du Rwanda, c'est la faute des têtes. On doit devenir responsable. Si on ne fait pas, on n'a pas cette prise de conscience que chez nous ça ne va pas, et qu'on ne se regarde pas entre 4 yeux, pas devant la française, devant l'espagnol, entre nous, de nous dire notre pays va mal. Discutons ensemble. Mettons en place une politique, une vision pour nous, pour notre population, pour notre pays. Comme je l'ai dit, dans 20 ans, on reviendra ici. Je serai déjà vieux, on parlera de la même chose. Oui, je peux si on peut vite clôturer juste ajouter quelque chose. Je crois qu'il faut pouvoir voir les réalités en face. Si on ne met pas en place une politique de lutte contre l'impunité, vous avez déjà incompétents à tous les niveaux, on le sait. Et ces gens trônent toujours, gardent toujours leur place. Comment voulez-vous que le pays avance avec l'incompétence et les gens en système? Impossible. Impossible. Peut-être une dernière minute. Et alors, si quelqu'un peut répondre en 2 minutes, grand maximum, sur la question de la diaspora, je voudrais attendre la sociologue. C'est quoi la diaspora? Mais du coup, vraiment, parce que là, on dépasse le timing. Si, je crois qu'il y a je peux juste répondre à l'avocate, la juriste. Ouais. Bon, moi-même, je me sens mal à l'aise par rapport à ma nationalité. Dois-je me dire congolais ou belge? Ou belge. J'ai la nationalité belge. Hein? Le Congo ne reconnaît pas la double nationalité. Je fais quoi? Bon, évidemment, je ne me mets pas dans les histoires politiques avec toute cette crasse qui est là-bas. Donc, du moins sur ce plan-là, pas de souci à me faire. Mais, pardon. Là, c'est la crasse. Non, mais je veux dire, c'est un problème sur place. Vous avez des ministres, vous avez des généraux qui ont la nationalité belge, qui ont la nationalité française, qui ont la nationalité américaine. Qu'est-ce qu'ils foutent là-bas? Et qui bénéficie de l'argent social américain. Il y a un problème. Non, ben voilà. Et alors, après, on vous dit, on ne viole pas la Constitution. Un souci. Bon, je ne veux pas répondre sur la question de l'organisation de la diaspora parce que je ne suis pas dans la diaspora. Je ne suis pas dans la diaspora. Ça, au moins, c'est clair. Ça, c'est clair. Je suis congolaise. Je n'ai pas de double nationalité. Non, la diaspora. Oui, il n'y a pas de souci. Je passe. Je sais que c'est sensible. Ouais. Oui,
Oui, mais j'ai dit je ne réponds pas à la diaspora parce que je suis là il y a je ne sais pas quelques mois. C'est pour cela que je ne peux pas répondre. Je ne suis pas légitime à répondre comment vous vous organisez ici. Attaquer la diaspora. Parce que moi aussi, je dois m'intégrer à cette diaspora pour faire des activités ou des actions avec vous. Moi, ce qui m'a fait mal ici, un jour j'étais dans une activité, c'était les 2 août pour les Jeux Coast. Je suis là, je participe, là c'était à la porte de la place Lumumba, et il y avait une brigade de, je ne sais pas, la brigade je ne sais pas, il y a une épaisse apparemment, il y a quelque chose qui est déjà créé. Oui, il y a une union sacrée. Union sacrée. Non, c'était pas une union sacrée. Aucune idée, c'est quoi. Et on me donne parole, oui. et la dame qui modérait, elle me dit, Rebecca, d'abord, je vais te parler un peu. Ici c'est sensible, tu sais qu'il y a des politiciens, il ne faut pas tout parler ici en public. Je dis, c'est quoi l'objectif de la manifestation? Pourquoi on est là? C'est pour cela que j'ai dit ça. Les gens ici, ils font des choses, donc, tu ne sais pas si c'est la manifestation pour la population ou c'est pour la politique, c'est ça. Peut-être que ce sont des politiciens, ce sont des classes politiques qui ont fait une manifestation, c'est pas la diaspora peut-être. Et c'est pour cela que moi je me réserve de participer à ça. Parce que je ne veux pas m'identifier aux forces, je ne sais pas, aux forces de produits. Voilà. Alors, en un mot, sur la... Madame, je vais vous répondre. C'est quoi la diaspora? Oui, en un mot, c'est quoi la diaspora? La même chose que j'ai dit pour le Congo vaut pour la diaspora congolaise. L'unité n'existait pas. J'ai toujours l'habitude de dire la diaspora congolaise est à l'image du Congo. Fractionnée, égoïste, chacun pour son camp. Si ce n'est pas les camps politiques, c'est les camps tribaux. Si ce n'est pas les camps tribaux, c'est les camps de ville. Et même si ce n'est pas les camps de ville, c'est même les camps de quartier, les enfants des mêmes quartiers. La diaspora congolaise est à l'image de notre pays, fracturée, divisée, incapable de parler ensemble et d'une seule voix et de définir une politique pour le Congo. On définit des actions selon nos intérêts. Cette manifestation-là va plaire au pouvoir. On va voir au sein de la diaspora, tous ceux qui soutiennent le pouvoir, ils vont. Cette manifestation-là va plaire à l'opposition, va critiquer le pouvoir. Tous ceux qui n'ont pas le pouvoir n'y vont pas. Et la diaspora, on ne pense pas qu'est-ce qu'on doit faire pour le Congo. On est même incapable de pousser nos dirigeants à s'unir pour ensemble, parce qu'on est nous-mêmes divisés et fracturés. Mais c'est comme ça dans tous les pays. Non, c'est pas comme ça dans tous les pays. Merci. Malheureusement, nous n'avons pas le temps de questions. Lui, son rôle, c'est quoi dans la diaspora en fait? Qu'est-ce que vous faites dans la diaspora vous? Moi, on va clôturer et on va avoir un espace informel de discussion. On va clôturer ici avec les intervenants. Et après, si vous voulez continuer le débat, on peut faire ça de manière informelle si vous voulez avec les intervenants. Il n'est pas parlé encore. Là, la diaspora espagnole. C'est intéressant. Patrick, les 3 derniers intervenants. On va clôturer ici pour pas trop dépasser sur le temps. Moi, c'est une question, c'est pas une conférence. Moi, c'est une question de démon. Une question. Okay. On va prendre une question auxquelles on pourra répondre dans le débat plus général. Comme ça, vous l'avez déjà posé. Diaspora espagnole. Question, pas de conférence. Qu'est-ce que Che Guevara il a fait au Congo et pourquoi il a échoué? Question courte. On va passer à la question. Merci José pour la question et merci à tous les intervenants, Jean-Claude, Pierre et Rebecca, pour vos interventions. Je propose de revenir sur les questions dans le débat général et avant ça, je laisse la parole brièvement à Patrick pour un Les débats, oui, on va répondre. Les débats, je ne sais pas si les débats généraux, ce sera dans les couloirs, mais je voulais
vous remercier pour vos interventions, peut-être insister sur, bien sûr, le respect des autres qui parlent. Si on commence à tous parler, on ne va pas avancer. Il faut laisser une personne terminer une phrase et puis parler. Il est vrai, on a posé la question en rapport avec la diaspora. La question liée à la diaspora, surtout la diaspora congolaise. Nous avons écrit des analyses sur ça. Donc, je ne vais pas te renvoyer seulement comme ça, gratuitement, mais tout ce que je voulais vous dire, c'est que les personnes de diaspora, c'est des individus qui, bien sûr aussi, qui s'identifient de cette manière-là, qui n'habitent pas leur pays d'origine, par exemple, qui habitent un autre pays, et ils peuvent ou ne pas se constituer ou s'organiser. Comme la diaspora congolaise, bien sûr, elle est éparse, mais même en Belgique, elle n'est pas structurée. Et il n'y a pas, je peux vous le dire, une structure qui peut parler légitimement au nom de toute la diaspora. Parce qu'il faut que la diaspora donne ou délègue des personnes. Mais ça n'a jamais été fait. Il n'y a jamais eu ni des congrès, des conférences, de congrès ou de votes. Mais il y a plusieurs associations de la diaspora, ils sont de la diaspora, mais ils peuvent parler au nom de leur association. Voilà. Vous ne voulez pas m'écouter, vous voulez prendre la parole? Oui, vous avez posé la question, mais en train de vous répondre, vous parlez aussi. Tout ce que je voulais dire, c'est que la diaspora congolaise, c'est des Congolais qui habitent en dehors de leur pays et ils peuvent ou ne pas s'organiser. Et en Belgique, elles sont, moi je parle quand je parle de la diaspora, j'ai tendance à toujours les mettre au pluriel parce qu'elles sont nombreuses. Il y a des étudiants, des personnes congolaises qui sont venues en Belgique pour étudier. Il y en a qui sont venus, entre guillemets, avec une idée d'immigration. C'est récent d'ailleurs, parce que les Congolais qui sont venus pour immigrer en Belgique, c'est vraiment... il n'y a pas 20 ans, je crois. C'est à partir de 95, 96... Non, même pas. Puisque même en 96, c'est très rare. En fait, voilà, c'est pour vous montrer que des personnes... Voilà. Il y a beaucoup d'études. Je vous renvoie aussi au rapport, un rapport d'études qui a été fait aussi par la direction de Sarah Desmar, de l'UNB. C'était demandé par la Fondation Roi Baudouin, je crois. Et il y a une deuxième qui est sortie l'année passée. Et il y a plein d'informations. Je risque de faire une autre conférence, il faut que je parle de ça. Mais tout ce que je voulais dire, c'est que la diaspora congolaise, elle est ici, elle est éparse, elle n'est pas fédéralisée, elle n'est pas organisée. Et n'importe qui peut se faire passer de la diaspora congolaise. Elle est plurielle. Voilà. Madame Kassavoubo a essayé de fédéraliser la diaspora. Voilà, si... Madame Kassavoubo a essayé de fédéraliser la diaspora. Non, concluez avec... C'est fini, hein? Oui.